Comment un homme qui vous sauve la vie devient-il l'artisan de votre destruction? Au printemps de l'an 1203, dans les steppes gelées de Mongolie centrale, un allié de confiance orchestre une trahison. Cet homme avait été comme un père pour Temujin, le futur Genghis Khan. Ce fut l'une des trahisons les plus dévastatrices de l'histoire militaire. Ce n'était pas seulement une bataille entre armées. Ce fut un massacre qui faillit anéantir l'empire mongol avant même sa naissance. Ce bain de sang dura 3 jours. Plus de 40 000 guerriers périrent ou furent dispersés à travers les plaines balayées par le vent. Leurs corps nourrirent les ménats et les loups qui rôdaient dans les sables de Kalakaljid. L'homme qui ordonna ce carnage était Togrul. Il était connu sous le nom de Ong Khan. C'était le chef de la puissante tribu Kerit et le frère de sang juré de Temujin. Mais voici le rebondissement qui rend cette histoire encore plus sombre. La trahison ne venait pas d'une haine ancienne ou d'une ambition territoriale. Elle provenait de sentiments bien plus humains et terrifiants. La jalousie, la paranoïa et les murmures empoisonnés d'un fils ambitieux. Ce fils craignait d'être éclipsé par une étoile montante. Imaginez le plateau mongol en l'an 1200. C'était une vaste étendue de prairies s'étendant au-delà de l'horizon. La survie y signifiait une guerre constante. Seuls les impitoyables prospéraient dans cette région. Ce n'était pas une terre de châteaux ou de villes fortifiées. C'était le domaine de tribus nomades. Elles se déplaçaient au gré des saisons. Elles vivaient dans des tentes de feutre appelées yurtes. Leur richesse se mesurait en chevaux. Leur pouvoir était déterminé par le nombre de guerriers qu'elles pouvaient mobiliser. Parmi ces tribus, les Kerit représentaient l'une des forces les plus redoutables d'Asie centrale. À leur apogée, ils comptaient entre 40 000 et 50 000 guerriers. Ils contrôlaient des pâturages cruciaux près de la rivière Tuul. Cela correspond aujourd'hui au centre-nord de la Mongolie. Les Kerites n'étaient pas seulement nombreux. Ils étaient également sophistiqués. Contrairement à de nombreuses tribus des steppes, ils s'étaient convertis au christianisme nestorien. Cela s'est produit aux alentours de l'an 1000. Cela leur conférait des liens diplomatiques qui s'étendaient jusqu'à l'Europe chrétienne. Là-bas, des légendes confondront plus tard leur chef Togrul avec le mythique prêtre Jean. Leur réputation militaire était redoutable. Ils avaient vaincu les Tatars. Ils avaient écrasé les Merkits. Ils avaient également tenu tête à la puissante confédération Naiman à l'ouest. Lorsque la cavalerie Kerite partait en guerre, leurs ennemis tremblaient. Au centre du pouvoir, Kerite se trouvait Togrul. Sa vie se lisait comme une saga brutale de survie et d'impitoyabilité. Né vers l'an 1130, Togrul avait passé son enfance comme esclave. Il fut capturé par les Merkits et vécut en servitude. Il s'échappa ou fut racheté, les sources historiques restent floues. À l'âge de 13 ans, il fut de nouveau capturé. Cette fois-ci, ce furent les Tatars. Ils emmenèrent également sa mère. Ce n'était pas une enfance, c'était un cauchemar prolongé. Cela forgea un homme à la volonté de fer et à la froideur calculatrice. Lorsque son père Syriacus Buyruk Khan mourut vers l'an 1165, Togrul n'hésita pas. Il assassina systématiquement ses frères entre l'an 1165 et l'an 1171. Cela éliminait tout rival pour le leadership. 2 frères, Buka Timur et Tai Timur Tashi, furent exécutés sur le champ. Un troisième, Erke Kara, réussit à fuir chez les Naïmans. Il reviendrait plus tard hanter Togrul. Au moment où il prit le contrôle total des Kerit en l'an 1165, Togrul avait déjà 35 ans. C'était un survivant. Il avait appris que la miséricorde était un luxe mortel dans la steppe. Il comprenait le pouvoir. Il comprenait la trahison. Il comprenait qu'en politique tribale mongole, votre allié le plus proche pouvait être le couteau sous votre gorge le lendemain. Dans ce monde d'alliances changeantes et de guerres constantes,
arriva un jeune homme nommé Temujin. Le futur Gengis Khan n'était en l'an 1180 qu'un adolescent désespéré. Il n'avait qu'une poignée de partisans. Yesugei, le père de Temujin, avait été le frère de sang juré de Togrul. C'était son Anda. Ce lien était considéré comme sacré chez les Mongols. Lorsque Yesugei fut empoisonné par les Tatars vers l'an 1176, son clan abandonna le jeune Temujin et sa famille. Ils les laissèrent mourir de faim. À l'âge de 18 ans, Temujin avait été réduit en esclavage par la tribu Taïchud. Il s'était échappé. Il luttait pour rassembler ne serait-ce qu'un modeste groupe de partisans. Il avait besoin d'un puissant protecteur, quelqu'un doté d'une force militaire capable de soutenir ses ambitions. En l'an 1183, la femme de Temujin, Berthe, fut enlevée par des pillards Merkites. Ils cherchaient à se venger d'un ancien tort. Temujin tenta alors un pari désespéré. Il se rendit au camp de Togrul. Il lui rappela le lien sacré avec son père décédé. Il lui offrit un manteau de fourrure de zibeline en guise de tribut. Ce qui suivit allait façonner l'avenir de l'Asie. Togrul, ému par le souvenir de son frère de sang, accepta d'aider. Il voyait peut-être aussi le potentiel de ce jeune et féroce guerrier. Il rassembla 20 000 cavaliers Kiraïtes. Rejoint par un autre chef tribal nommé Jamuka, il lança un raid dévastateur contre les Merkites. L'attaque fut brutale et rapide. Environ 300 Merkites furent massacrés. Leur camp fut détruit. Berthe fut retrouvée. Pour Temujin, ce fut un sauvetage miraculeux. Pour Togrul, ce fut le début d'une relation qui allait définir leurs deux héritages. Au cours des 2 décennies suivantes, un lien presque paternel se développa. Ce lien unissait le vieux Khan Kirit et le jeune et ambitieux chef mongol. Ils se complétaient parfaitement. Togrul disposait de vastes ressources militaires. Cependant, il vieillissait. Il avait plus de 70 ans en l'an 1200. Ses réflexes ne correspondaient plus à ceux de sa jeunesse. Temujin possédait de brillants instincts tactiques, une énergie illimitée et un charisme. Ce charisme attirait les guerriers à sa bannière comme le fer à une pierre d'aimant. En l'an 1196, ils unirent de nouveau leurs forces. Cette fois, ce fut contre les Tatars. Cette campagne s'avérerait décisive. Les Tatars avaient longtemps été un fléau pour les steppes. Ces pillards Fetei Sukasites avaient assassiné le grand-père de Togrul, Marcus Boyruk Khan, et le père de Temujin. La dynastie Jin de Chine offrit son soutien pour une attaque. Elle régnait sur le nord de la Chine. Elle considérait les Tatars comme des barbares gênants. Togrul et Temujin rassemblèrent alors leurs forces. Les récits historiques suggèrent qu'ils alignèrent entre 15 000 et 20 000 guerriers au total. La bataille fut un chef-d'œuvre de coordination. Ils prirent les Tatars en étau entre leurs propres forces et les troupes de la dynastie Jin. Ils créèrent une zone de destruction dont peu s'échappèrent. La confédération tatare fut brisée. Des hommes furent massacrés par milliers. Des femmes furent prises comme concubines. Des enfants furent distribués comme esclaves ou adoptés dans des familles mongoles. En récompense de cette victoire, la dynastie Jin accorda à Togrul le titre chinois de Wang Khan. Cela signifiait « Roy Khan ». Cela accrut son prestige à travers les steppes. Temujin obtint également une reconnaissance. Plus importante encore, il acquit une expérience de la guerre à grande échelle. Il gagna aussi la confiance que procure la victoire. Mais le succès sêma les graines de la destruction. La réputation de Temujin grandissait. L'inquiétude grandissait aussi parmi l'élite Kiraïte. Entre l'an 1196 et l'an 1203, les forces de Temujin passèrent de quelques milliers à plus de 20 000 guerriers. Des tribus qu'il avait autrefois ignorées recherchaient désormais son alliance. Des guerriers qui avaient suivi d'autres chefs commencèrent à faire défection pour le rejoindre. Ils étaient attirés par sa réputation d'équité.
Sa politique de promotion basée sur le mérite plutôt que sur la naissance les séduisait. Son incroyable capacité à gagner des batailles était aussi un facteur clé. En l'an 1202, Temujin et Togrul firent de nouveau campagne ensemble. Cette fois, ce fut contre une coalition dirigée par l'ancien ami de Temujin, Jamukha. Les observateurs pouvaient voir la dynamique du pouvoir changer. Temujin n'était plus le suppliant désespéré. Il devenait l'égal de Togrul. Dans le jeu à somme nulle de la politique des steppes, cela signifiait qu'il devenait une menace. La personne qui le voyait le plus clairement était Sengum, le fils de Togrul. Il était également connu sous le nom de Nilka Sengum. Cet homme avait une ambition égalée seulement par son insécurité. Sengum avait grandi en s'attendant à hériter de la plus puissante confédération des steppes. Maintenant, il voyait son père vieillissant dépendre de plus en plus de ce Mongol parvenu. Son père le couvrait d'éloges et le consultait sur la stratégie. Sengum avait lui-même commandé des armées Kérite. Il avait remporté des batailles. Il se considérait comme l'héritier naturel de son père. Mais il lui manquait le charisme et le génie tactique de Temujin. Il le savait. Cette connaissance s'envenima comme une plaie infectée. Elle transforma l'admiration en ressentiment et le ressentiment en haine. Le point de rupture arriva à l'hiver de l'an 1203. Temujin proposa une alliance matrimoniale. Il demanda que son fils aîné Joshi épouse la fille de Sengum. Cette proposition aurait cimenté le lien entre les deux familles. Elle aurait également assuré la succession. En apparence, c'était une demande raisonnable. C'était le genre d'alliance qui avait maintenu la paix entre les tribus pendant des générations. Mais pour Sengum, c'était la preuve de ses pires craintes. Si sa fille épousait un membre de la famille de Temujin, que deviendrait sa propre position? Que se passerait-il si son père continuait de favoriser ce Mongol? Serait-il relégué à un rôle subalterne? Regarderait-il la lignée de Temujin hériter du pouvoir qui aurait dû être le sien? Sengum rassembla des alliés. D'autres nobles Kérite craignaient également l'influence grandissante de Temujin. Ils approchèrent Togrul avec des paroles empoisonnées. Elles étaient soigneusement conçues pour exploiter la paranoïa d'un vieil homme. Ils lui rappelèrent donc que Temujin commandait désormais 20 000 guerriers. Cela représentait près de la moitié de la force des Kérite eux-mêmes. Ils soulignèrent que les tribus faisaient défection au profit de Temujin et non de Togrul. Ils murmurèrent que la proposition de mariage ne visait pas une alliance. Il s'agissait pour Temujin de se positionner pour absorber entièrement les Kérite. Chaque rencontre entre Temujin et Togrul, suggérait-il, était une occasion d'assassinat. Chaque tribu envoyée par Temujin était une manipulation calculée. Togrul, alors âgé de plus de 70 ans, dépendait de plus en plus des conseils de son fils. Il commença à hésiter. La paranoïa qui l'avait maintenu en vie pendant des décennies de guerre des steppes se retournait maintenant contre lui. Pouvait-il vraiment faire confiance à cet homme? Sengum avait-il raison? Au début du printemps de l'an 1203, Sengum décida de forcer les choses. Il organisa un festin. Officiellement, c'était pour célébrer le mariage proposé et discuter de l'alliance. Temujin fut invité au camp de Togrul, près de la rivière Toul. Il était accompagné d'une garde d'honneur composée de ses plus proches compagnons. C'était censé être une rencontre diplomatique, une occasion de finaliser les arrangements matrimoniaux et de réaffirmer leur partenariat. Au lieu de cela, ce fut une embuscade. Les récits historiques de l'histoire secrète des Mongols décrivent la suite avec une brièveté frappante. Cette œuvre est notre source principale pour ces événements. Alors que Temujin approchait du camp avec peut-être 500 de ses gardes personnels, les guerriers Kérite les encerclèrent. Sengum, qui commandait l'opération, avait l'intention de capturer ou de tuer Temujin immédiatement. Cela décapiterait le leadership mongol d'un seul coup.
Mais Temujin n'avait pas survécu aussi longtemps en étant imprudent. Il avait cultivé des informateurs à travers les réseaux tribaux. 2 bergers Kerate, mal à l'aise avec la trahison planifiée, réussirent à envoyer un avertissement. Temujin reçut le message quelques heures seulement avant que le piège ne se referme. Il fit immédiatement faire demi-tour à sa petite troupe. Il chevaucha toute la nuit. Il parcourut près de 80 kilomètres. Il atteignit la sécurité relative de son camp principal près du lac Baljuna. La tentative d'assassinat avait échoué. Cependant, elle avait réussi d'une manière cruciale. Elle avait brisé l'alliance entre les 2 forces les plus puissantes de la steppe orientale. Cela rendit la guerre inévitable. Sengum pressa son avantage. Il convainquit son père que l'évasion de Temujin prouvait sa culpabilité. Il devait frapper immédiatement avant que le chef mongol ne puisse se préparer. Togrul accepta, que ce soit par conviction ou par refus de paraître faible. La confédération Kerate se mobilisa pour la guerre. Elle le fit avec une force écrasante. Les sources historiques suggèrent que Togrul rassembla entre 40 000 et 45 000 guerriers. Cela représentait la quasi-totalité de la force militaire de la tribu Kerate. C'était une armée massive selon les standards de la steppe. La plupart des forces tribales ne contiennent que quelques milliers d'hommes. Ils étaient une cavalerie expérimentée, habile avec l'arc composite et le sabre. Ces vétérans avaient mené des campagnes contre les Merkits, les Tatars et les Naïmans. Ils connaissaient intimement le terrain. C'était leur pâturage traditionnel. Ils avaient l'élan, la force d'attaque qui choisit quand et où combattre. Sengum commandait l'avant-garde. Il était impatient de faire ses preuves et d'éliminer celui qu'il considérait comme son ennemi juré. Son père Togrul chevauchait avec le corps principal. En raison de son âge avancé, il était plus une figure de proue qu'un commandant actif. Sa présence légitimait la campagne et maintenait les clans Kerate unis. Ils se dirigèrent vers l'est, vers la position de Temujin. Ils avaient de la confiance d'hommes persuadés que la victoire était inévitable. Après tout, comment 20 000 Mongols pouvaient-ils résister à la puissance des Kerate? La situation de Temujin était désespérée. Il disposait d'environ 20 000 guerriers. Cependant, beaucoup étaient dispersés dans différents camps. Le printemps était la saison de la dispersion pour les pâturages. Des messagers chevauchaient furieusement pour rassembler ses forces. Mais le temps était un luxe qu'ils n'avaient pas. Les Kerate avançaient rapidement, parcourant près de 50 km par jour. Ils atteindraient chacun sa position en moins d'une semaine. Temujin prit la décision déchirante de combattre. Il le ferait avec ceux qu'il pourrait rassembler immédiatement. Il ne pouvait pas attendre des renforts qui risquaient d'arriver trop tard. Il réussit à rassembler environ 15 000 guerriers. C'était un mélange de ses fidèles Mongols et de guerriers de tribus plus petites. Ces tribus s'étaient récemment alliées à lui. C'étaient des hommes rudes, des survivants de la guerre brutale de la steppe. Mais ils étaient en infériorité numérique de 3 contre 1. Ils affrontaient un ennemi ayant tous les avantages. Temujin rassembla ses commandants. Parmi eux se trouvait Bogortshu, son plus vieil ami depuis l'enfance. Il y avait aussi Gelmé, un guerrier d'une loyauté légendaire. Il leur dit sans détour qu'il mourrait probablement dans la bataille à venir, mais il mourrait en combattant. Certains historiens pensent qu'il fit aussi une promesse à ses partisans. Ceux qui survivraient partageraient le butin de conquête. Cela surviendrait s'ils parvenaient à l'emporter. C'était un pari désespéré d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Les 2 armées se heurtèrent à Chalakhalgid Sans en avril 1203. C'était une région désolée de dunes de sable et de prairies clairsemées. Elle se trouvait près de la rivière Kerulen, en Mongolie orientale. Le nom lui-même, qui se traduit approximativement par « sable chaud » ou « sable brûlant », donne une idée du terrain. C'était un espace ouvert avec peu de couverts. Ce lieu était parfait pour la guerre de cavalerie.
Il n'offrait aucun avantage à l'un ou l'autre camp. Sengum commandait l'avant-garde Kerate, soit environ 15 000 cavaliers. Ils formaient la première vague de l'assaut. Derrière eux, Togrul positionna le corps principal. Il comptait entre 25 000 et 30 000 guerriers. Ils étaient prêts à exploiter toute percée. Les Mongols formèrent leur propre ligne. Ils utilisèrent probablement l'organisation traditionnelle du Tumen. Il s'agissait d'unités de 10 000 hommes, divisés en milliers, centaines et dizaines. Ceci assurait une flexibilité maximale. Temujin se positionna au centre. Il était prêt à répondre aux menaces partout sur le champ de bataille. Alors que l'aube se levait le premier jour, Sengum donna l'ordre d'attaquer. La cavalerie Kerate traversa les sables en une vague massive. Leurs arcs composites lançaient volée après volée de flèches sur les lignes mongoles. L'arc composite était un chef-d'œuvre d'ingénierie de la steppe. Fait de bois, de tendons et de cornes, il pouvait tuer à 300 mètres. Sa portée efficace était de 150 à 200 mètres. Imaginez 15 000 cavaliers. Chacun pouvait tirer de 6 à 8 flèches par minute au grand galop. Cela créait une tempête de projectiles qui obscurcissait le ciel. Les Mongols répondirent bien par leurs propres volées, mais ils étaient en infériorité numérique. La guerre d'archerie favorisait les Kerates. Pour chaque flèche qu'un archer mongol pouvait tirer, 2 flèches Kerates revenaient. Des guerriers des 2 camps tombaient de leurs chevaux. Des flèches transperçaient de l'armure de cuir et trouvaient de la chair. Les chevaux hennissaient et tombaient. Cela créait des obstacles qui perturbaient les formations. Le bruit était assourdissant. Des milliers de chevaux battaient de la terre. Des hommes criaient des ordres et hurlaient de douleur. Le sifflement constant des flèches traversait l'air. Les Kerates insistèrent sur leur avantage. Ils utilisèrent leur supériorité numérique pour envelopper les flancs mongols. C'était une tactique classique de la steppe. S'ils pouvaient achever l'encerclement, ils écraseraient l'armée de Temujin dans une zone de mort. Temujin vit le danger. Il ordonna à ses flancs de reculer progressivement, refusant d'être encerclés. C'était une retraite de combat à son paroxysme de danger. Elle exigeait discipline et coordination sous un assaut constant. Au moment où le coucher du soleil força les 2 camps à rompre le contact, des centaines de guerriers gisaient des morts ou mourants sur les sables. Aucun des 2 camps n'avait obtenu d'avantage décisif. Mais Temujin avait perdu plus d'hommes. Il savait qu'il ne pourrait pas maintenir ce taux d'attrition. Le 2e jour de bataille commença dès les premières lueurs. Il fut encore plus sauvage. Sengum était frustré par son incapacité à briser les lignes mongoles. Il ordonna des charges massives visant des points spécifiques. Il tentait de créer une percée par la force brute. Vague après vague, la cavalerie Kerate s'écrasa contre les formations mongoles. Les mêlées brutales voyaient les hommes combattre. Ils utilisaient des sabres, des lances et des haches au corps à corps. Lors d'un incident documenté, Eugedei, le fils de Temujin âgé de 17 ans, fut frappé. Il combattait sa première bataille majeure. Une flèche lui transperça le cou. Il tomba de son cheval et fut perdu dans le chaos du combat. Temujin, combattant à proximité, apprit que son fils était tombé. Il ne pouvait cependant pas s'éloigner pour le chercher. Cela aurait signifié abandonner sa position et potentiellement provoquer un effondrement. C'était le pire cauchemar d'un père se déroulant au milieu de la bataille. Pendant ce temps, Bogorchu, commandant l'aile gauche mongole, fut désarçonné. Sa monture fut tuée sous lui. Entouré de guerriers Kerates, il réussit à s'emparer d'un cheval sans cavalier. Il se fraya un chemin jusqu'aux lignes mongoles. Mais l'incident montra à quel point la bataille était proche d'un massacre. Les combats continuèrent toute la journée. C'était une mêlée acharnée qui consommait hommes et chevaux en nombre stupéfiant. Les récits historiques suggèrent que les pertes du seul 2e jour dépassèrent 5 000 guerriers au total. Les Mongols souffrirent de manière disproportionnée. En soirée, les forces de Temujin étaient repoussées.
Elle cédait du terrain pour éviter l'encerclement. Les Kerates sentinent la victoire. Le troisième jour, le désastre frappa les Mongols. Les Kerates renouvelèrent leur assaut à l'aube. Cette fois, ils réalisèrent une percée sur l'aile droite mongole. Une charge concentrée de plusieurs milliers de cavaliers Kerates brisa la formation mongole à cet endroit. Soudain, les Kerates se trouvèrent derrière les lignes principales de Temujin. La position mongole s'effondrait. Les guerriers commencèrent à se briser et à fuir. Une fois qu'une déroute commence dans la steppe, il devient impossible de l'arrêter. Des hommes qui avaient courageusement combattu pendant 2 jours se retrouvèrent soudain encerclés. D'autres étaient coupés ou fuyaient pour leur vie à travers la plaine ouverte. Temujin, son noyau de fidèles partisans, et peut-être 4 000 à 5 000 guerriers survivants. Ils réussirent à s'extraire de l'encerclement. Ils se retirèrent vers le lac Baljuna, à près de 150 km à l'est. Mais des milliers d'autres n'eurent pas cette chance. La cavalerie Kerate poursuivit les Mongols en fuite. Elle les massacra par derrière. Ce processus se transforma en une boucherie. Les hommes qui s'étaient rendus furent quand même tués, soit sur les ordres de Sengum, soit parce que les guerriers Kerate étaient dans la fureur de la bataille. Ils n'étaient pas enclins à faire des prisonniers. De petits groupes de Mongols qui tentèrent de résister furent encerclés et anéantis. La poursuite continua pendant des jours. Les éclaireurs Kerate chassèrent les survivants qui s'étaient dispersés à travers la steppe. Les estimations prudentes suggèrent maintenant que Temujin perdit entre 10 000 et 12 000 guerriers. Ils furent tués, capturés ou dispersés lors de la bataille de Ultsansa et de Kalakaljid-Sans. Certaines sources avancent un chiffre encore plus élevé. Elles affirment que sur les 20 000 guerriers de Temujin avant la bataille, moins de 5 000 lui restaient après. Les Kerates avaient remporté une victoire écrasante. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure sombre et inattendue. Alors que Temujin se retirait vers le lac Baljuna avec le reste de ses partisans brisés, il ne renonça pas. En fait, la trahison et la quasi-destruction de ses forces semblèrent focaliser son esprit avec une clarté cristalline. Il passa l'été de 1203 à Baljuna. Il vivait de poissons et de gibier. Il soignait ses blessures et se reconstruisait. Des guerriers qui avaient combattu pour lui et avaient survécu affluèrent au compte-gouttes. D'autres, voyant qu'il refusait de se rendre même face à l'anéantissement, choisirent de le rejoindre. Des tribus, neutres ou même hostiles, commencèrent à reconsidérer leur position. Elles étaient impressionnées par sa résilience. Temujin apprit aussi de sa défaite. Il avait été déjoué stratégiquement. Il fut forcé de combattre avant d'être prêt. Il jura que cela ne se reproduirait plus jamais. À l'automne de 1203, 6 mois seulement après sa défaite écrasante, Temujin avait reconstruit ses forces. Il disposait d'environ 20 000 guerriers. C'était à peu près la même puissance qu'il avait auparavant. Pendant ce temps, Togrul et Sengum firent une erreur catastrophique. Croyant Temujin anéanti, ils dispersèrent leurs forces. Ils les renvoyèrent vers leur pâturage traditionnel. Puis, ils commencèrent à célébrer leur victoire. La confédération Kerate, unie pour la bataille, se fragmenta. Elle se reforma en ses clans composants, dispersés sur des centaines de kilomètres. Sengum était convaincu d'avoir éliminé son rival. Il passa son temps à consolider sa position d'héritier de son père. Il ne surveilla pas les menaces. Temujin frappa en octobre 1203. Il le fit avec la vitesse et la précision d'un loup chasseur. Il recueillit des renseignements auprès de son réseau d'informateurs. Il découvrit que Togrul et Sengum campaient séparément près du mont Jejir-Undur. Seulement environ 20 000 guerriers étaient immédiatement disponibles. Le reste des Kerates était dispersé. Temujin rassembla toutes ses forces. Il chevaucha toute la nuit, parcourant plus de 100 kilomètres.
Ce fut une marche forcée qui épuisa ses hommes, mais elle permit une surprise tactique totale. L'armée mongole fondit sur le camp Kerait à l'aube. Cette fois, ce furent les Kerait qui étaient désorganisés et en infériorité numérique au point de contact. Ce qui suivit fut 3 jours des combats, et les plus brutaux que la steppe mongole ait connus. Temujin ne fit pas de quartier. Ce n'était pas seulement une bataille pour le territoire ou les ressources. C'était une vengeance pour la trahison. Ces guerriers combattirent avec la fureur d'hommes laissés pour morts. Ils avaient réussi à revenir. Les Kerait, pris par surprise et incapables de réunir leurs forces dispersées à temps, combattirent désespérément. Mais ils furent systématiquement détruits. Sengom fut blessé tôt dans la bataille. Une flèche lui transperça le flanc. Il dut être transporté hors du champ de bataille. Son fils et sa femme furent capturés. Togrul, le vieil homme qui avait jadis été le protecteur de Temujin. Il avait laissé la jalousie et les murmures de son fils empoisonner leur alliance. Il s'enfuit du champ de bataille le 3e jour, quand il devint évident que tout était perdu. Les conséquences furent absolument apocalyptiques pour les Kerait. Les sources historiques suggèrent qu'entre 25 000 et 30 000 guerriers, Kerait furent tués, capturés ou dispersés. Ceci se produisit pendant la bataille de 3 jours et la poursuite qui s'ensuivit. La confédération Kerait, autrefois l'un des 3 groupes tribaux les plus puissants de Mongolie, cessa d'exister en tant qu'entité indépendante. Des milliers de Kerait qui survécurent à la bataille choisirent de se soumettre à Temujin. Ils refusèrent de continuer à combattre, reconnaissant que l'ancien ordre avait été renversé. Temujin, faisant preuve de pragmatisme et de miséricorde lorsque cela servait ses intérêts, accepta leur soumission. Il les intégra ensuite à son empire grandissant. Les guerriers Kerait devinrent des guerriers mongols. Leur expertise et leur expérience furent absorbées par la force qui allait un jour conquérir la moitié du monde. Cependant, il n'y eut aucune miséricorde pour les chefs de la trahison. Sengum, blessé et brisé, s'enfuit vers l'ouest. Il rejoignit le royaume Tangut des Sia occidentaux. Il mourut finalement en exil, un homme brisé qui avait détruit son propre peuple par ambition et paranoïa. Quant à Togrul, son destin fut peut-être le plus sombre de tous. Le vieux Khan s'enfuit vers les terres Naiman à l'ouest, espérant y trouver refuge. Il voyageait avec seulement une poignée de partisans. Dans le chaos de la fuite, il ne fut pas reconnu. Une patrouille frontalière. Naiman rencontra ce groupe de réfugiés déguenillés. Les prenant pour des bandits ou des espions, ils les tuèrent. Un soldat nommé Kori Subetchi abattit le vieil homme. Il ne réalisa pas qu'il venait de tuer l'un des Khans les plus puissants de la steppe. Ce n'est que plus tard, lorsque la tête de Togrul fut apportée à Taiyang Khan, le souverain Naiman, que son identité fut confirmée. Taiyang, horrifié par ce qui s'était passé, plaça la tête sur un drap blanc en signe de respect. Mais Sengum, apprenant la nouvelle, piétina la tête coupée de son père. Il le fit dans un accès de fureur et de chagrin, l'écrasant sous son pied. Ce fut un acte de profanation finale qui symbolisait la destruction totale de tout ce qu'il avait tenté de protéger. La destruction ne s'arrêta pas à la bataille. Les Kerait étaient plus qu'une simple force militaire. Ils étaient une culture, un peuple avec des traditions s'étendant sur des siècles. Leur conversion au christianisme nestorien les avait rendus uniques parmi les tribus de la steppe. Leurs terres figuraient parmi les plus prospères de Mongolie. Après leur défaite en 1203, cette culture fut systématiquement absorbée par l'identité mongole. Les enfants Kerait furent adoptés par des familles mongoles. Leur identité tribale fut effacée en une génération. Les pâturages Kerait furent redistribués aux fidèles partisans mongols. Le nom même de Kerait s'effacerait de l'histoire. Il serait seulement rappelé dans les chroniques et dans l'histoire secrète des Mongols. En termes pratiques,
Plus de 40 000 guerriers furent tués, dispersés ou absorbés. Ce chiffre inclut les pertes de la bataille initiale au printemps et la destruction finale à l'automne. À titre de comparaison, cela équivaut approximativement à anéantir toute la force militaire d'un royaume européen de taille moyenne de l'époque. L'impact démographique sur le plateau de Mongolie centrale fut profond. Des clans entiers avaient été anéantis. L'équilibre démographique de la région bascula de manière décisive en faveur de la Confédération mongole de Temujin. Ce qui rend cette histoire si sombrement captivante est que le massacre des Kirates était entièrement évitable. Il ne s'agissait pas d'un conflit inévitable entre ennemis naturels. Ce n'était pas non plus un choc de civilisation. Il s'agissait d'une blessure auto-infligée causée par la jalousie d'un homme et la paranoïa d'un autre. Sengum détruisit son propre peuple parce qu'il ne pouvait supporter de partager le pouvoir avec quelqu'un de plus capable que lui. Togrul avait été suffisamment sage pour reconnaître le potentiel de Temujin. Il avait forgé une alliance qui leur avait apporté victoire et gloire. Il se laissa cependant manipuler pour trahir ce qu'il avait de plus proche d'un fils. La tentative d'assassinat du printemps 1203 ne fit pas qu'échouer. Elle garantit le résultat même que Sengum craignait le plus. En essayant d'éliminer Temujin, Sengum s'assura que Temujin n'aurait d'autre choix que de détruire entièrement les Kirates. Dans cette destruction, Sengum perdit tout: son père, sa tribu, son héritage et finalement sa vie. Les conséquences se propagèrent à travers l'Asie pendant des décennies. Les Kirates étant détruits, Temujin passa les années 1204 et 1205 à vaincre ou à absorber systématiquement les confédérations tribales restantes. Les Naiman tombèrent en 1204 lors de la bataille d'Umen, bataille de Shakirmoth. Leur dernier grand khan, Taiyang, fut tué. Sa confédération fut brisée. Les Merkites, qui avaient échappé à la destruction plus tôt, furent finalement anéantis en 1205. En 1206, Temujin était le maître incontesté de toutes les tribus mongoles. Lors d'une grande assemblée appelée Kurultai, il fut proclamé Genghis Khan, souverain universel. L'empire qu'il forgea allait conquérir des territoires de Baïsaï, de la Corée à la Hongrie. Il s'étendit de la Sibérie au Vietnam. Il créa ainsi le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire de l'humanité. Plus de 40 millions de personnes allaient mourir lors des conquêtes mongoles au cours des 70 années suivantes. Les historiens estiment que la population de certaines régions, notamment la Perse et l'Irak, chuta de 50 à 75%. Cela fut dû à la guerre mongole, au massacre et à la destruction des systèmes d'irrigation. Rien de tout cela n'aurait pu se produire si Sengum avait simplement accepté l'alliance matrimoniale en 1203. Si Togrul avait maintenu sa loyauté envers Temujin, l'alliance Kirate-mongole aurait été pratiquement inarrêtable. Leurs forces combinées auraient pu être dirigées contre des ennemis extérieurs. La dynastie Jin ou les Xia occidentaux en sont des exemples. Elles n'auraient pas dû se retourner l'une contre l'autre. Cependant, l'histoire ne s'occupe pas de ce qui aurait pu être. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'environ 40 000 guerriers, Kirates, l'une des forces militaires les plus puissantes d'Asie centrale, furent détruits. Cela se produisit en l'espace de 7 mois, en 1203. C'était le résultat d'une combinaison de trahison, de génie militaire et de la brutale arithmétique de la guerre des steppes. La bataille des sables de Kalakaljid au printemps aurait dû mettre fin aux ambitions de Temujin pour toujours. Au lieu de cela, elle le forgea comme l'acier dans une fournaise. Elle brûla tout sentiment persistant de loyauté ou de confiance. Elle laissa derrière elle le stratège aux yeux froids qui deviendrait Genghis Khan. La bataille flan.
bataille finale de l'automne 1203 acheva la transformation. Temujin avait prouvé qu'il pouvait être détruit et renaître de ses cendres, plus fort qu'auparavant. Il avait prouvé que la trahison ne serait pas accueillie par le pardon, mais par l'anéantissement. Il était prêt à tout pour survivre et conquérir. Ces leçons allaient définir la doctrine militaire mongole pour des générations. Le coût humain est stupéfiant quand on y pense vraiment. 40 000 guerriers représentaient peut-être 120 000 à 160 000 carats au total. Ce chiffre inclut les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cela est donné la démographie des sociétés nomades, où les hommes en âge de combattre représentent généralement 25 à 33% de la population. Un peuple qui avait été chrétien pendant 2 siècles. Un peuple qui avait construit une confédération tribale sophistiquée. Un peuple qui avait vaincu tous les ennemis majeurs qu'il avait affrontés. Ce peuple fut balayé de l'histoire en moins d'un an. Et cela arriva parce qu'un homme, Sengum, ne put contrôler sa jalousie. Il convainquit son père vieillissant de se retourner contre le seul allié qui aurait pu assurer leur survie mutuelle. Il y a une leçon enfouie dans ce sable ensanglanté. Une leçon qui résonne à travers les siècles. La trahison a des coûts qui se multiplient au-delà de toute prédiction. Lorsque vous détruisez la confiance, surtout avec quelqu'un d'aussi capable et impitoyable que Temujin s'est avéré l'être, vous ne créez pas seulement un ennemi. Vous créez quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner de votre destruction complète. Sengum pensait protéger son héritage en éliminant un rival. Au lieu de cela, il garantit qu'il n'y aurait aucun héritage à protéger. Ce massacre accomplit ce qu'aucun autre événement de la jeune carrière de Genghis Khan ne réussit à faire. Il prouva qu'il était impossible à tuer, si ce n'est physiquement, du moins en esprit. Les tribus de la steppe mongole opéraient selon un brutal calcul de pouvoir. Les chefs qui perdaient des batailles perdaient des partisans. Les chefs qui perdaient des partisans mouraient. Selon toutes les prédictions logiques, Temujin aurait dû sombrer dans l'oubli après la défaite du printemps 1203. Il aurait été un autre chef raté dont les ambitions dépassaient les capacités. Au lieu de cela, il fit l'impossible. Il se retira vers un lac isolé avec moins de 5000 guerriers. Il réussit d'une manière ou d'une autre à convaincre suffisamment de gens qu'il valait encore la peine d'être suivi. Il reconstruisit ainsi son armée à pleine puissance en 6 mois. Puis il partit et détruisit les gens mêmes qu'il avait presque détruits. Ce genre de retour ne crée pas seulement une réputation. Il crée une légende. Après l'automne 1203, chaque tribu de la steppe savait que Temujin n'était pas quelqu'un que l'on trahissait et que l'on abandonnait. C'était quelqu'un que l'on suivait loyalement ou que l'on tuait complètement. Tout entre les deux signifiait qu'il finirait par venir pour vous, si l'on imagine une autre chronologie où Togrul aurait accepté l'alliance matrimoniale, si Sengum avait ravalé sa fierté et reconnu que l'union de leur famille renforçait les 2 parties. Alors on verrait une histoire très différente. Une confédération Kérate-mongole combinée, comptant 60 000 à 70 000 guerriers, aurait été inarrêtable sur la steppe. Ils auraient pu unir la Mongolie en peut-être la moitié du temps que cela a réellement pris. Cela se serait fait avec beaucoup moins d'effusion de sang. Ils auraient pu diriger leurs énergies contre la dynastie Jin dès 1204 au lieu de 1211. Cela aurait potentiellement changé toute la trajectoire de l'histoire de l'Asie centrale. L'influence chrétienne nestorienne des Kérate aurait pu façonner différemment la culture mongole. L'Empire serait peut-être devenu plus syncrétique sur le plan religieux qu'il ne l'est finalement devenu. Nous parlerions peut-être de l'Empire Kérate-mongol au lieu de simplement l'Empire mongol. Mais cela aurait exigé de Sengum qu'il voie au-delà de ses propres ambitions. Cela aurait aussi exigé de Togrul qu'il conserve la sagesse de ses jeunes années.
Rien de tout cela ne s'est produit. C'est pourquoi nous avons le massacre des Kéraites. C'est un récit édifiant sur la façon dont la jalousie et la paranoïa peuvent détruire des empires avant même qu'ils ne soient non construits. La dernière ironie est que Genghis Khan, malgré l'amère trahison, intégra finalement de nombreux Kérites à des postes de premier plan dans son empire. Les Mongols avaient besoin d'administrateurs et de guerriers compétents. Les Kérites survivants fournirent survenir les deux. Certaines familles Kéraites, celles qui s'étaient soumises tôt ou qui avaient secrètement soutenu Temujin pendant le conflit, obtinrent des positions honorées. Les influences culturelles et linguistiques des Kérites, en particulier leurs pratiques administratives plus sophistiquées apprises par contact avec la dynastie Jin, devinrent une partie de la gouvernance impériale mongole. Dans un sens, les Kérites prirent leur revanche par absorption. Leur gènes et leurs connaissances devinrent une partie de l'empire même qui avait détruit leur indépendance. Mais pour Togrul et Sengoum, il n'y eut pas de rédemption. Il n'y eut que la fin brutale qui arrive à ceux qui misent tout sur la trahison et perdent. L'un mourut sans nom à un poste frontière, tué par des soldats qui ne savaient même pas qui ils avaient assassiné. L'autre mourut en exil. Le crâne écrasé de son père était une métaphore de tout ce que son ambition avait détruit. 40 000 guerriers payèrent le prix des erreurs de leur chef. Leurs os furent dispersés sur les sables de Kalakaljid et les pentes du mont Jejerundur, nourrissant la même terre qu'ils avaient combattu pour contrôler. Que pouvons-nous retenir de ce chapitre sanglant de l'histoire? Peut-être s'agit-il de ceci. Un pouvoir construit sur la loyauté et le mérite s'avère plus durable. Temujin bâtissait son autorité de cette manière. Le pouvoir des Kéraites, en revanche, était maintenu par la peur et la parenté. Peut-être la trahison engendre-t-elle des coups incontrôlables. Ces coups transforment des alliés potentiels en ennemis implacables. Ou peut-être est-ce simplement qu'il n'y avait pas de place pour les demi-mesures. Cela se passait dans la steppe brutale de la Mongolie du XIIIe siècle. Il fallait s'engager entièrement avec ses alliés. Sinon, on devenait leur prochaine cible. Togrul et Sengoum ont choisi la trahison. Ils auraient pu opter pour un partenariat. En agissant ainsi, ils n'ont pas seulement perdu une bataille ou une campagne. Ils ont tout perdu. Leur vie, leur peuple, leur place dans l'histoire. Ils sont devenus des figures d'avertissement dans l'ascension d'un autre vers la grandeur. Le massacre des Kéraites ne concernait pas seulement 40 000 guerriers, détruits en l'an 12 qu'en 3. Il s'agissait des conséquences lorsque la jalousie, la paranoïa et l'ambition l'emportent. Ces forces supplantent la sagesse, la loyauté et la pensée stratégique. Il s'agissait du moment où Temujin, meurtri et presque brisé, a fait un choix. Il a décidé de s'élever plutôt que de tomber. Ce faisant, il a lancé la conquête de la moitié du monde connu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Cette vidéo explore l'une des trahisons les plus sombres de l'histoire médiévale. L'histoire du massacre des Kérites nous montre une vérité. Parfois, les plus grandes menaces ne viennent pas des ennemis. Elles viennent des alliés qui laissent la peur et la jalousie empoisonner leur jugement. Si cette vidéo vous a fait réfléchir au pouvoir, à la loyauté et à la trahison, cliquez sur le bouton « J'aime ». Visons 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Ainsi, nous pourrons continuer à proposer ce contenu historique. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun futur épisode. Nous y explorons les réalités brutales de la guerre médiévale. Laissez un commentaire pour me dire quelle bataille ou événement historique vous aimeriez voir ensuite. Devrions-nous explorer davantage les conquêtes mongoles, ou plonger dans les croisades, ou examiner d'autres trahisons moins connues qui ont changé l'histoire? Faites-le moi savoir ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous ceci. Les plus grandes leçons de l'histoire sont souvent écrites dans le sang et la trahison. Elles se trouvent sur des champs de bataille que la plupart des gens ont oubliés.